Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, Valéry Giscard d'Estaing est mort récemment le 2 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2021. Alors on dit souvent, on dit toujours qu'il ne faut pas dire du mal des morts. En latin, de mortuis nihil nisi bene. Cet adage ne doit pas s'appliquer aux hommes politiques. Il faut au contraire, et c'est encore plus nécessaire, lorsque, à leur mort, on les couvre d'éloges, dénoncer leurs méfaits ou leurs crimes lorsqu'ils en ont commis. Et c'est bien le cas de Giscard d'Estaing, qui fut président de la République entre 1974 et 1981. Et c'est le cas aussi, on le sait encore moins à droite, de Georges Pompidou. Les deux successeurs du général de Gaulle, qu'il avait trahi en provoquant son échec au référendum du 27 avril 1969, ont été les instruments de la révolution cosmopolite issue de mai 68. La France a connu, dans son histoire de 1000 ans, depuis qu'elle est nation, depuis le XIe siècle, avec l'avènement de la dynastie capétienne, deux grandes révolutions idéologiques. La révolution jacobine et collectiviste de 1789, qui a duré 26 ans, qui s'est achevée par la Restauration en 1815, après Waterloo, et la révolution cosmopolite, qui a commencé en mai 68 et qui est encore en cours, qui est toujours en cours, que nous subissons. Il n'y a pas eu encore de restauration, hélas. Le collectivisme et le cosmopolitisme sont les deux pôles antagonistes de la gauche, expression idéologique de l'utopie égalitaire. Et alors le paradoxe d'ailleurs de cette révolution cosmopolite, c'est qu'elle a été faite par des marxistes, donc des collectivistes, pardon, qui ont tiré les marrons du feu pour les idées cosmopolites qu'en principe ils combattaient. Et le fait est là. Ce qui résume l'idée ou la direction de cette révolution cosmopolite, c'est la fameuse formule « il est interdit d'interdire ». C'est une formule évidemment paradoxale, puisqu'elle pose une interdiction qui interdit les interdictions. Mais ce qu'elle signifie profondément, c'est qu'il faut rejeter les normes, les règles, les principes issus de la tradition, qui sont notre héritage. Ces principes interdisaient, par exemple, je dis bien, de marier deux personnes de même sexe. La loi Taubira de 2013 a mis fin à cette interdiction. C'est donc, l'interdiction aussi, c'était celle de tuer, d'assassiner les enfants à naître. La loi Simone Veil de 1975 y a mis fin en légalisant l'avortement, et ainsi de suite. La révolution cosmopolite de 1968 s'est attaquée à la famille et à la nation. La famille, cellule centrale, cellule de base de la société et donc de la nation. Et la nation, qui est la plus grande des communautés, la communauté nationale qui englobe les familles, qui est une famille de familles. Le premier acte de cette révolution cosmopolite a été posé par Pompidou, avec la loi Pleven du 1er juillet 1972. Cette loi, votée sous Pompidou, Chaban-Delmas étant Premier ministre, a créé le délit d'appel à la haine raciale, ou le délit d'incitation à la discrimination en raison de la race, de l'ethnie, de la religion ou de la nationalité. Donc cette loi scélérate, loi Pleven du 1er juillet 1972, a proscrit la préférence nationale. Or, il n'y a pas de nation, donc pas de république authentique, s'il n'y a pas préférence nationale. C'est-à-dire s'il n'y a pas une préférence que les nationaux doivent accorder aux autres nationaux, sur le plan moral, et en tout cas juridiquement, ils doivent pouvoir le faire. Et puis, la République était fondée largement dans ses principes depuis la loi du 29 juillet 1881, la loi sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression. La loi Pleven y a mis fin.
Depuis lors, il n'y a plus de liberté d'expression en France. Il ne faut plus critiquer l'immigration sans risque d'être condamné pour discrimination raciale, discrimination à l'égard des étrangers. Donc c'est une loi intolérable en son principe, mais plus que cela, c'est une loi qui a changé le régime en réalité, qui a changé l'esprit du régime et qui donc a changé le régime lui-même. Nous sommes plus en République depuis cette loi du 1er juillet 1972, loi Pleven. Nous sommes dans un État cosmopolite qui s'oppose à la République. Il faut que les gens le comprennent. Et ça a été la première victoire, le premier accomplissement véritable, plus encore que la loi Edgar Faure sur les universités et sur l'enseignement. C'est cette loi qui interdit la préférence nationale et qui supprime la liberté d'expression. Depuis, nous ne sommes plus en République, nous sommes dans un État cosmopolite. Mais Pompidou, et après lui Giscard, se sont aussi attaqués à la famille. Pompidou, par deux lois de 1970 et 1972, a remis en cause le principe de l'autorité parentale, en supprimant la notion de chef de famille, et le principe de la légitimité de la filiation. Il a donc porté atteinte au cœur même de l'institution familiale, qui avait toujours existé en France depuis 1000 ans. Giscard a continué avec le mariage à l'essai, qu'il a institué en 1975. C'est-à-dire le mariage avec le divorce par consentement mutuel, ce qui revient à faire le mariage à l'essai. Sur le plan des principes les plus graves, Giscard a fait pire. Il a fait pire. Avec la loi du 17 janvier 1975, la loi Simone-Veil, qui a légalisé la mise à mort des enfants à naître, l'avortement. On a porté atteinte au principe sacro-saint de la protection de la vie humaine innocente. C'est un bouleversement philosophique, de conception du monde, de conception de la société, de conception de l'homme. Et nous sommes encore là-dedans, puisque on ne cesse de vouloir aggraver les conditions d'application de cette loi funeste. Mais Pompidou puis Giscard s'en sont pris aussi à la nation. La nation, donc par la suppression de la préférence nationale ou sa prohibition, mais aussi avec Giscard, par la mise en place d'une Union européenne supranationale. Les pas ont été franchis d'abord par Giscard et plus tard par Sarkozy, mais déjà Giscard d'Estaing a fait adopter par les Européens et par la France le principe de l'élection des députés européens au suffrage universel. Il a fait adopter le nom de Parlement européen pour l'Assemblée des communautés européennes, ce qui visait symboliquement à créer de cette future Union européenne, à l'époque Communauté européenne, comme un État, à en faire un État. Il a aussi mis en place, avec le système monétaire européen et la création de l'ECU, l'unité de compte, les conditions de l'apparition ultérieure de la monnaie unique européenne. Et c'est beaucoup plus tard, en 2004-2005, que Giscard d'Estaing, qui n'était plus président de la République depuis longtemps, mais qui était président de la Convention pour l'avenir de l'Europe, a élaboré la Constitution européenne, qui a été rejetée par le référendum de mai 2005, par le peuple français, et aussi d'ailleurs par le peuple néerlandais, mais qui ensuite, après avoir été réécrit pour changer la forme et dans le fond, a été adopté par le Parlement français en janvier 2008, après la signature du traité de Lisbonne par Sarkozy. C'est-à-dire que le Parlement français et le président Sarkozy ont adopté la Constitution européenne sous un autre nom que le peuple français avait repoussé par son vote. Voilà une forfaiture extraordinaire qui montre le degré d'aliénation de la nation française qui est trahie par ses dirigeants politiques. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas arrêté à Pompidou et Giscard. La longue route de la décadence, de la dissolution de la nation et de la famille s'est continuée après eux.
Parmi les réformes les plus symboliques, je vois en 1980 la loi Badinter d'abolition de la peine de mort, qui porte atteinte à la responsabilité de l'homme. Il faut bien comprendre pourquoi les cosmopolites attachent tant d'importance à l'abolition de la peine de mort. C'est que quand on condamne quelqu'un à mort, on le tient pour responsable. Si l'homme n'est pas responsable, s'il n'est qu'un produit de la société, si c'est la société au fond qui est responsable des crimes qui sont commis par un individu, alors la peine de mort n'est pas justifiée. Il faut rééduquer les condamnés et non pas les punir définitivement par la peine capitale. Loi Badinter précisément du 9 octobre 1981, donc juste après l'élection de Mitterrand, qui abolissait la peine de mort. Sachant que Pompidou et Giscard n'avaient pas aboli la peine de mort, mais ils avaient gracié pratiquement tous les condamnés à mort. C'est-à-dire que la peine de mort était pratiquement tombée en désuétude. Pas l'assassinat. C'est-à-dire qu'on n'avait pas appliqué le bon principe énoncé au XIXe siècle par Alphonse Karr, qui était un comique, enfin en tout cas un homme spirituel. Oui, je suis partisan d'abolir la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. Et donc, après cette abolition de la peine de mort, donc mesure extrêmement symbolique, extrêmement importante, on a eu en 1999 la loi Guigou du 15 novembre 1999, Guigou-Jospin, qui a institué le pacte civil de solidarité, le PACS, le fameux PACS qui était déjà un ersatz de mariage homosexuel. Et on a eu d'ailleurs aussi, en 2007, l'introduction dans la Constitution, à la demande de Chirac, de l'abolition de la peine de mort. Il ne suffisait pas d'avoir fait une loi, on a introduit un article dans la Constitution qui prohibe la peine de mort. Donc quand on voudra la rétablir, il faudra modifier la Constitution. Et en 2013, c'est peut-être le couronnement de cela, et ce n'est pas la fin, car d'autres réformes se profilent à l'horizon, notamment en matière de ce qu'on appelle hypocritement la bioéthique. Nous avons eu la loi Taubira, du 17 novembre 2013, instituant le mariage homosexuel sous le nom de mariage pour tous. Les résultats de cette politique sont patents. Il y avait 1% de naissances hors mariage en 1789, il y en avait 5% en 1968, aujourd'hui il y a 60% de naissances hors mariage. Donc la famille est détruite. La famille est détruite, non seulement par ses modifications législatives, mais aussi par la pornographie, par exemple, qui a été libéralisée par Giscard. Et pour ce qui est de la nation, eh bien, elle est, comme vous le savez, de plus en plus ligotée par la supranationalité. L'Union européenne, la jurisprudence des tribunaux, Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, fait que l'Union européenne impose sa loi et que la loi française est inférieure, subit, doit suivre n'importe quel texte adopté par l'Union européenne. Donc la France n'est plus réellement souveraine et il faut impérativement qu'elle le redevienne. Il faut donc, pour que la France trouve le chemin du renouveau, sauver la famille et sauver la nation, ce qui suppose de grandes réformes comme celle que propose le PNL, Parti national libéral. Alors, revenons en arrière. Qu'aurait-il fallu faire en 1969 ? Alors vous me direz, c'est plus facile évidemment de le faire, de comprendre maintenant qu'à l'époque. C'est évident. Je vous propose une uchronie sur ce qu'aurait dû faire le général de Gaulle. Mais d'abord, il n'aurait pas dû se tromper de référendum. Le référendum qu'il aurait dû faire à l'époque, puisqu'il voulait que les Français participassent davantage à la vie politique et sociale, c'est l'institution, justement, du référendum d'initiative populaire. Voilà ce qu'il fallait mettre dans la Constitution. Élargir le champ du référendum, et notamment par l'institution du référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que si 1% des membres du corps électoral veulent changer la loi, eh bien il faut une proposition. Ils signent une pétition, et à ce moment-là, on organise, dans un délai raisonnable de 6 mois à 1 an,
pour que le débat puisse avoir lieu, un vote référendaire sur cette proposition. Voilà comment on pouvait, à l'image de ce qui se passe en Suisse, rétablir la participation des Français à la vie politique. Il fallait bien sûr aussi que De Gaulle, au lieu de nommer Couve de Murville, qui était un homme loyal, qui n'était pas un combattant, un battant, il fallait nommer un Premier ministre qui fut réellement décidé à réagir contre la gauche cosmopolite et marxiste. Par exemple, Philippe Ballot ou Raymond Marcellin. Et il fallait un gouvernement de combat, il fallait ensuite faire une épuration de l'administration pour que tous les candoles, les complices de la révolution marxiste et cosmopolite de 1968 fussent débarqués, ou en tout cas mis sur la touche. Il fallait une réaction universitaire et éducative, donc il ne fallait pas d'être guère fort, il fallait nommer par exemple Alice Saunier-Cité au ministère de l'Éducation nationale et des universités, et mettre en place la sélection partout. Faire le contraire de ce qu'on a fait. Et prévoir que les présidents des universités seraient nommés par le gouvernement. Il fallait utiliser les médias publics, qu'il fallait aussi épurer, pour défendre une pensée de droite contre la domination des idées de gauche, qui avait joué énormément dans l'éclosion et le développement des manifestations et de la déliquescence de la France en mai 1968. Il fallait une réaction culturelle, c'est-à-dire faire l'inverse de ce qu'avait fait Macron, faire l'inverse de ce que fera Pompidou, qui a promu l'art dégénéré, avec son centre Pompidou. Il fallait d'abord ne pas nuire, c'est-à-dire cesser de financer l'art dégénéré, et au contraire, aider les vrais artistes à pouvoir s'épanouir et à pouvoir créer. Donc c'était un combat global qu'il fallait engager résolument, sans aucune complaisance. Le terme de candole a été inventé par votre serviteur en décembre 2017 pour traduire l'anglais cuck. On peut dire que Pompidou était un candole, mais Giscard c'était pire. C'était un cosmopolite. Au total, donc candole ou cosmopolite, ces deux présidents qui avaient trahi De Gaulle ont ensuite trahi la France en mettant en œuvre la révolution cosmopolite qu'au contraire il aurait fallu combattre pour sauver la France et pour arrêter la décadence dans laquelle elle était entrée. Alors aujourd'hui, donc, le renouveau que nous vous proposons, c'est de prendre conscience, c'est indispensable, de ce que nous sommes encore soumis à cette révolution cosmopolite, et qui est indispensable, nécessaire, urgent, d'en sortir en combattant résolument l'oligarchie cosmopolite et ses idées néfastes qui sont en train de tuer la France. Il est urgent que le peuple français se mobilise pour arrêter la décadence et prendre le chemin du renouveau. Je vous remercie. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.